Bonjour et bienvenue dans ce cours sur le réseau. On va parler ici de la couche numéro 4 du modèle OSI, la couche transport, et notamment le protocole en particulier, le TCP. Dans cette vidéo, on va rentrer très en détail dans les mécanismes TCP. On va pouvoir comprendre lorsque quelqu'un souhaite télécharger en streaming ou en fichier une vidéo sur YouTube, comment cette vidéo est fractionnée par des petits segments et traverse le réseau internet pour arriver sur son téléphone portable et pas sur le téléphone portable d'un voisin. Et puis surtout que le fichier arrive sans erreur, sans être corrompu. Et tout cela sans bloquer le trafic des autres utilisateurs qui eux aussi ont envie de regarder une vidéo sur YouTube ou utiliser leur téléphone sur Internet. C'est parti sur cette vidéo sur le cours TCP. Alors, on va pouvoir se poser la question, rapide mais peu fiable, ou fiable mais peu rapide. On va vraiment mettre en évidence les deux protocoles de la couche transport qui sont l'UDP et le TCP, parce que le TCP va être un ennemi juré de l'UDP, va être son double maléfique, son contraire, et donc on a besoin vraiment d'avoir ces deux protocoles à étudier l'un avec l'autre pour vraiment comprendre toutes les possibilités offertes par la couche transport du modèle OSI et de TCP/IP, ce qu'on trouve sur Internet. Dans une première partie, donc, on va parler du modèle OSI, mais aussi de la norme TCP/IP, qui sont deux choses identiques. TCP ne vient pas de nulle part. On rentrera en détail dans la partie 3 sur les segments TCP, et puis on fera une comparaison sur le TCP et l'UDP. On verra que le TCP est beaucoup plus complet, beaucoup plus technique que l'UDP, donc ça sera un gros chapitre. Et on passera à la mise en pratique réseau pour voir un peu les b.a.-ba d'une communication TCP. Alors au niveau du modèle OSI, c'est toujours un modèle sur 7 couches. Il est découpé pour que si on a besoin de modifier une couche, eh bien celle-ci n'impacte pas les autres. Donc dans la première couche, on retrouve la couche physique, tout ce qui est câblage, technologie de transmission. Dans la couche de liaison, on va trouver le protocole Ethernet. C'est là où on va pouvoir comprendre comment on envoie un message avec plusieurs machines sur un même réseau local. La partie 3, c'est la couche réseau, où on va avoir des paquets IP qui vont nous permettre d'envoyer nos messages sur les réseaux locaux, mais en essayant d'atteindre d'autres réseaux locaux, et on va voir qu'ils vont être interconnectés par des routeurs. Et du coup, la couche 4, c'est la couche au-dessus. C'est une fois qu'on sait atteindre une machine à l'autre bout du monde, comment les données sont découpées et transportées via les nombreux routeurs sur Internet et les nombreuses routes que l'on peut emprunter. Et puis les couches 7, 6 et 5 qui sont des couches applicatives que l'on ne verra pas dans cette vidéo. Le modèle TCP/IP, il est calé sur le modèle OSI. On parle de modèle TCP/IP parce que c'est ce qui est réellement et concrètement en place sur Internet. Il est arrivé avant et c'est la norme qui est venue se caler après pour que tout le monde puisse respecter la normalisation. Mais on trouve quand même cette hiérarchie sur Internet avec la couche liaison du TCP/IP qui regroupe la couche liaison de données et la couche physique du modèle OSI. La couche Internet, c'est la couche réseau et la couche transport, c'est la même dans les deux modèles. Nous, on va se situer ici dans la couche 3, c'est la même que le modèle OSI, c'est la couche de transport. Alors attention au niveau du PDU, donc je rappelle que le PDU, c'est le protocole Data Unit, c'est le nom de l'unité qu'on va utiliser dans les différentes couches quand on parle de réseau. On parle de bits quand on est dans la couche physique, on parle de tram Ethernet quand on est dans la couche liaison, et on parle de paquets quand on est dans la couche réseau, donc on parle de paquets IP. Par contre, aujourd'hui, comme on parle de TCP ou UDP sur la couche 4, on va parler de segments, donc des segments TCP, parce qu'on verra qu'un message est fractionné en petits segments pour traverser plus facilement les réseaux Internet. Alors, en deuxième partie, on va tout de suite faire un petit rappel sur les couches 2 et 3, donc les couches Ethernet et les couches réseau. Lorsqu'un réseau est mis en place, un réseau local, donc connecté avec un concentrateur ou un hub, ce sont des trames Ethernet qui sont utilisées. Donc la trame Ethernet, je l'ai remis là, avec adresse MAC, source et destination, une longueur et les données qui correspondent à des couches supérieures, donc notamment la couche IP à l'intérieur. Donc comment ça se passe? Le message envoie sur tout le câblage, donc ici, mais aussi ici, je ne l'ai pas représenté, et c'est la carte réseau, l'interface réseau de la bonne adresse qui gardera la trame. Ici, elle sera détruite parce que ce n'est pas la bonne adresse MAC attendue. Mais le message va traverser d'une machine à une autre, comme ça, sur un réseau local. Il faut savoir que lorsqu'on veut atteindre une IP qui est dans un autre réseau local, à l'intérieur de notre trame Ethernet, on a aussi des informations sur le paquet IP. Donc le paquet IP qui est ici, il est encapsulé dans la trame Ethernet qui va partir pour aller jusqu'au routeur suivant. Alors pour simplifier, j'utilise des ronds bleus pour des machines et des ronds roses pour des routeurs. Alors imaginons que pour ce petit rappel, on puisse interroger un PC à un autre et on va étudier la route qu'il emprunte en passant par deux routeurs, le routeur R1 et le routeur R2. La première étape, il est en réseau local avec le routeur R1, il envoie donc une trame Ethernet
au routeur R1 avec les informations TCP/IP attendues. Donc le routeur 1, lui, va s'occuper que du paquet IP qui était dans la trame. Il va détruire la trame que l'on avait vue précédemment, la trame Ethernet. Il va s'occuper que du paquet IP. Et dans le paquet IP, en fait, il va regarder l'adresse destination pour savoir où il doit aiguiller le paquet. Donc là, la trame, elle arrive ici. Elle est positionnée en orange dans sa pile d'attente. Elle est représentée ici schématiquement. Et on voit qu'elle est encapsulée dans une trame Ethernet avec une trame IP. Et on a la couche TCP qu'on va étudier aujourd'hui, la couche 4, et puis on a les couches 5, 6 et 7 au-dessus qui sont encapsulées. Mais le routeur, lui, va s'occuper que de l'entête IP. Donc dans l'entête IP, il va aller regarder les informations qui se trouvent et il va aller rechercher l'adresse de destination. Il va récupérer l'adresse IP, ici, du PC B qu'il faut atteindre, et il va aller mettre le masque de sous-réseau associé pour vérifier dans quel chemin emprunter, grâce notamment à sa table de routage. Donc la table de routage, c'est une table où il y a tous les réseaux qu'il peut atteindre, donc tous les réseaux qui sont connectés au routeur, parce qu'un routeur interconnecte des réseaux, donc les réseaux sont branchés à lui. Et il va regarder l'IP de destination pour savoir quel réseau atteindre, et ça va lui donner l'interface de sortie. Donc ici, l'interface de sortie, c'est le port numéro 2 qui est ici. Donc la trame va passer du port numéro 1 vers le port numéro 2, comme ceci. Et ensuite, elle va partir sur le réseau en étant encapsulée dans une nouvelle trame Ethernet, puisque la trame Ethernet d'avant, pour aller du PC au routeur, est détruite. Maintenant, on va passer du routeur vers le deuxième routeur à atteindre, puisque une fois que ça part sur Internet, c'est un enchaînement de routeurs, d'aiguillage, pour que le paquet IP aille à la bonne destination. Donc là, il doit atteindre le routeur R2, il va créer une trame Ethernet et il va envoyer le paquet pour aller atteindre le deuxième routeur ici. Pour atteindre le deuxième routeur, il envoie une trame Ethernet avec l'adresse MAC du routeur. S'il ne la connaît pas, il envoie un paquet ARP. ARP va dire qui est l'IP 192.168.0.1 et R2 en répondant va envoyer une trame Ethernet et va envoyer son adresse MAC qui se termine par ED. Donc R1 va pouvoir envoyer une trame Ethernet spécialement à R2 en envoyant en adresse de destination une adresse MAC en ED. Le paquet IP est toujours transporté dans la trame, donc il arrive forcément à R2. La trame part aussi à l'autre PC qui est connecté en local, mais la trame sera détruite puisque ce n'est pas l'adresse MAC qui est attendue. Donc pareil, R2 va regarder l'IP de destination et puis va refaire sa table de routage jusqu'à envoyer à la bonne machine ou au prochain routeur. Donc là c'est la machine, il va l'envoyer à la machine de la même manière avec une nouvelle trame Ethernet avec les nouveaux adresses sources et MAC de destination. Donc là on est en destination, on va atteindre AE. Et puis, du coup, PC1 va recevoir le paquet IP. Mais lorsque il reçoit le paquet IP, un PC a plusieurs applications. Comment la carte réseau peut savoir de quelle application il s'agit? Sachant que le PC de départ aurait pu envoyer de n'importe quel logiciel. Ici, si PC1 possède un serveur Apache, un serveur Minecraft et un serveur MySQL, comment le paquet qui est envoyé peut savoir à quel serveur il correspond. On avait vu dans le cours d'EP sur le fait qu'on va rajouter un port à chaque interface réseau. Les ports applicatifs, c'est un nombre binaire sur 16 bits qui représente donc 65 535 possibilités des deux côtés. Chaque interface réseau a un port et du coup les logiciels vont pouvoir être connectés à un port lorsqu'ils sont initialisés. On appelle ça aussi un socket. Par exemple, Apache va être connecté sur le socket 80, sur le port 80 lorsqu'il va le démarrer. Minecraft sur le port 25 565. Alors il faut savoir que lorsqu'un port est connecté sur un système, il n'est pas possible qu'un autre logiciel ou qu'un autre service se connecte sur le même port. C'est pour ça que quand on fait de la programmation réseau ou quand on a des clients réseau, il faut s'assurer qu'on utilise bien un port de libre. Et donc là, les messages, quand ils vont circuler sur Internet et arriver au PC, eh bien le PC va pouvoir dispatcher selon le port. De la façon suivante, on va aller taper une IP, le numéro du port. Comme ça, si j'envoie dans mon paquet IP les messages à cette destination, c'est des messages pour Apache parce qu'il est connecté sur le port 80. Alors voyons dans une troisième partie les segments TCP dans le détail. Il faut savoir déjà que les segments TCP sont des segments de la couche 4 qui sont encapsulés dans la couche 3 qui se situe ici et la couche 3 est encapsulée dans la couche 2 qui est une trame Ethernet. Donc en fait, ici, on va retrouver un paquet IP
Et c'est dans la data du paquet IP qu'on va retrouver un nouveau datagramme qu'on appelle un datagramme TCP avec les informations qui vont se remplir avec le port source, le port destination, le numéro de séquence, etc. et plein d'autres informations sur son en-tête. Et suivra son message. Il y a beaucoup plus de champs dans le modèle TCP. Comment est représentée physiquement cette information et puis réellement dans une trame avec des 0 et des 1 qui correspondent à l'en-tête Ethernet, ici en rouge, suivi à l'intérieur de 0 et des 1 qui correspondent au paquet IP, suivi à l'intérieur de 0 et 1 qui correspondent au datagramme TCP et qui est terminé par des 0 et 1 qui correspondent au CRC de la trame totale Ethernet. Donc voilà à quoi ressemble une trame qui part sur le réseau. Alors rentrons en détail dans l'en-tête. Qu'est-ce que l'on trouve en en-tête? C'est bien hiérarchisé. On a les 16 premiers bits qui correspondent au port source, les 16 suivants qui correspondent au port de destination. Alors attention, cette en-tête là est présentée en bits, d'accord? Mais on peut avoir aussi en octets. Ça veut dire que là, si je transforme ici les 16 bits, je peux avoir 2 octets ici, 2 octets ici. Ça veut dire que le port source est sur 2 octets. 2 octets correspondent à 16 bits, correspondent à 65 535 possibilités de numéros de port. C'est ce qu'on a vu dans la diapo précédente. Et puis à la fin, on a le message. La succession des couches à l'intérieur de la trame qui part correspond à tout ça. Voilà, et on a le message ici qui est au plein milieu. C'est ce qu'on appelle l'encapsulation. L'en-tête de ce fragment TCP commence ici et se termine ici, et ensuite on a le message. Alors les champs importants sont le port source et destination, parce que quand vous allez faire de l'analyse de trame, vous verrez qu'il faut savoir sur quel service il part et sur quel service il arrive, donc source et destination, les numéros des ports des PC émetteurs et du PC récepteur, le client et le serveur. Le flag sera important parce que vous verrez que le TCP est un protocole un peu plus complexe qui a besoin d'avoir des identifications de trame, car elles ne sont pas faites toutes concernant des données. Vous verrez après pourquoi dans la diapo suivante. Ensuite, il y aura aussi des choses importantes, c'est le numéro de séquence et l'accusé de réception. Vous verrez que le protocole TCP, quand il segmente son message, il envoie un numéro de paquet pour pouvoir être remis en ordre à l'arrivée, et vous comprendrez pourquoi après. Et puis un accusé de réception, parce que vous verrez que le principe de TCP, c'est que tous les paquets qui sont envoyés, comme la poste, on a un accusé de réception. Donc voyons ça en détail avec la comparaison de l'UDP, qui lui est un protocole beaucoup plus simple. Donc déjà au niveau de l'en-tête, on va retrouver le port source ici, le port destination ici, voilà, qui est toujours codé sur 16 bits pour les deux, c'est normal, c'est la même chose. Et puis on a aussi le source control, le checksum, un numéro de calculé pour vérifier que toute l'en-tête TCP ou tout l'en-tête UDP, et tout le message d'ailleurs, est cohérent et il n'y a pas de problème de bits au départ et à l'arrivée. Et on a une taille aussi. Donc l'offset ici est une taille et on a la taille ici de l'UDP. Donc vous voyez, les 4 champs de l'UDP sont repris dans le TCP. On a bien sûr le message aussi dans les deux cas. Mais il y a tout ça qui est nouveau dans le TCP. Et on va comprendre pourquoi. Alors première étape, le TCP possède un système d'accusé-réception qu'on appelle Acknowledgement, qu'on va noter ACK au niveau du flag. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir un numéro de séquence sur 32 bits et un numéro d'accusé-réception aussi sur 32 bits. Alors en octets, ça donnerait ça. Plutôt que d'avoir 16 bits, on a des octets. Il faut s'habituer aux deux styles de notation puisque dans les logiciels réseau, on est souvent en écriture hexa. Donc ici, le message en 16 bits que j'ai écrit, ça correspond à 4 octets au total pour le numéro de séquence et 4 octets au total pour l'accusé de réception. On verra après comment les numéros de séquence sont mis en place et comment les accusés de réception sont mis en place. On a aussi un flag puisqu'il y a plusieurs modes pour le TCP. Il va y avoir des segments TCP qui vont correspondre à de la data tout simple et on va voir aussi tout ce qui est connexion parce qu'on verra que le modèle TCP est un modèle connecté. Donc il faut des flags pour dire que l'on se connecte ou pas. Donc c'est pour ça qu'on a le flag ACK, le flag synchronisation qui est la connexion, le flag fin de transmission. On a un flag de reset pour réinitialiser la connexion, un push pour dire que c'est un flag de données et un flag urgent pour dire qu'il y a un paquet qui n'est pas arrivé et qu'il faut chronopost, c'est-à-dire il faut l'envoyer en urgence pour pouvoir compléter l'information avant de passer à la suivante. Elles sont codées sur 6 bits qui correspond à un peu moins d'un octet. Donc en fait, on utilise le champ réservé ici pour avoir 8 bits et donc 2 octets. Et par exemple ici, la position de ce flag-là, 1, 2, 3, 4, 5, le 5e bit ici, ça va être pour dire si c'est ACK, donc si c'est un accusé de réception ou pas. Si c'est à 0, ça veut dire que c'est pas un accusé de réception, et s'il est à 1, ça veut dire que c'est un accusé de réception. SYN, qui sera ici,
Si c'est une synchronisation, ça sera à 1, sinon ça sera à 0. Alors TCP est un protocole avec des états. Contrairement à UDP, UDP, lui, il envoie ses données par segment, mais ça peut arriver dans le désordre, ça peut ne pas arriver, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas si c'est connecté, on ne sait pas si c'est déconnecté, on n'a aucune information. Le TCP lui propose d'avoir des états sur la connexion pour savoir si la connexion est en écoute, listen, si la connexion est fermée, close, si la connexion est établie avec un client et un serveur, et puis d'autres qui sont des états intermédiaires. Voilà. On va parler maintenant du mode connecté. TCP, contrairement à UDP, est un mode connecté, c'est-à-dire qu'il ne peut pas recevoir ou envoyer d'informations tant qu'il n'est pas connecté, ça veut dire tant que le client et le serveur ne se sont pas dit bonjour, en gros, ne sont pas serrés la main pour pouvoir s'envoyer des informations. Donc au départ, le serveur, pour qu'il puisse recevoir une donnée, doit être obligatoirement en statut listen. S'il n'est pas en listen, aucun client pourra s'y connecter. Voilà. Donc si déjà vous n'arrivez pas à vous connecter, il faut déjà vérifier que votre port est bien en listen. On verra après en la mise en pratique. Le client, lui, n'a pas besoin d'être en listen, puisque c'est pas lui qui attend une conversation, mais c'est le serveur qui attend que quelqu'un vienne lui demander quelque chose. C'est pour ça qu'on a la notion de client et de serveur. Donc le client, lui, lorsqu'il est close et qu'il veut faire une connexion, il va envoyer un segment TCP avec un flag SYN synchronisation et un numéro de séquence généralement à 0 quand il commence la connexion. Donc souvenez-vous dans l'entête, le numéro de séquence à 0 et un flag de synchronisation. Le serveur reçoit ce paquet segment TCP, il voit quelqu'un veut s'y connecter, il doit répondre pour dire qu'il a bien reçu. Donc il doit envoyer un ACK, et le principe de l'ACK, c'est que lorsqu'on a un numéro de séquence, on va mettre un numéro d'ACK avec le numéro de séquence plus 1. C'est pour ça qu'ici il y a X et X plus 1. Donc là, si on avait démarré à 0, on aura un CK égale 1. Mais c'est pas tout. Dans un protocole TCP, les deux doivent se connecter ensemble. Donc, le serveur doit aussi envoyer un flag synchronisation au client. Donc, il utilise une seule trame en envoyant les deux flags. Comme c'est sur 6 bits, le flag, il peut positionner un flag synchronisation et un flag ACK, et le reste à 0. Le client, il va voir qu'il y a une demande de synchronisation et une ACK. Et il met un numéro de séquence, généralement 0 si c'est le en premier. Le statut du client va être en synchronisation envoyée, 5 cents. Pour synchronisation envoyée. Le temps d'avoir la réponse. Ça veut dire que si vous avez votre statut port qui est en synchronisation send, ça veut dire que votre serveur n'a pas encore répondu à la demande de connexion. C'est-à-dire que c'est pas encore connecté. Une fois qu'il reçoit l'ACK et la demande de synchronisation, déjà il va renvoyer au serveur comme quoi il a reçu sa demande de synchronisation. Donc il va passer à la séquence ici Y avec Y plus 1, puisque l'ACK c'est toujours la séquence plus 1. Et la séquence, la dernière fois il avait envoyé X. Comme lui, il dit qu'il a reçu X plus 1, il va pouvoir lui envoyer X plus 1. Donc un numéro de séquence plus 1. Les numéros de séquence, ce sont en octets. C'est-à-dire que si vous envoyez 10 octets, vous aurez un numéro de séquence de 10. Si vous en envoyez 15, vous aurez un numéro de séquence de 15. Quand là, ici, c'est une connexion et qu'il n'y a pas de date envoyée, on a juste un octet qui est incrémenté automatiquement. Quand le serveur est en écoute, qu'il a reçu une demande de synchronisation ici, alors il passera son statut en synchronisation received. Il va envoyer l'ACK et c'est seulement quand il aura l'accusé de réception du client qu'il va pouvoir positionner son état de port, donc son socket à established. Et le client aussi. Quand les deux états de connexion sont établis, ils peuvent commencer à s'envoyer de la data. On va voir maintenant comment ils s'envoient de la data. C'est un peu plus simple. Client va mettre sa data dans le champ data de son diagramme. Il va mettre en séquence X, donc c'est le nombre d'octets envoyés, et ACK, c'est l'ACK de ce qu'il a reçu précédemment. Le serveur, qui est en état établi, reçoit les données et envoie forcément un ACK, donc un accusé de réception, le numéro de séquence, donc le nombre d'octets lus. Par exemple, s'il a envoyé 10 octets, on va avoir un ACK égale 10. Lui, il en a reçu 10. Il va mettre qu'il a reçu le 10 et qu'il attend le 11e. Donc, il va répondre ACK 11. Voilà. Et un numéro de séquence s'il a besoin, lui aussi, d'envoyer des données. Et en fait, le numéro de séquence va s'incrémenter. Là, on part à X égale 10, etc., etc. On va voir après quand il y a des soucis. Là, c'est quand tout se passe bien. Pour un fin de connexion, quand les deux connexions sont établies et que le client veut se déconnecter ou le serveur, ça marche dans les deux sens, il envoie un flag de fin avec son numéro de séquence. Celui qui reçoit, le serveur, envoie l'ACK
ACK avec, pareil, un flag ACK et un numéro d'acknowledgement incrémenté de 1. La connexion passe en wait 1 côté client à celui qui a fait la demande et en close wait côté serveur. C'est exactement pareil que la connexion. Si l'un demande à se déconnecter, l'autre aussi demande à se déconnecter. Donc le serveur va aussi envoyer un flag de fin au client. Le client du coup va passer en wait 2, donc c'est le deuxième échange de fin. Il va ACK la demande pour dire oui, ok, et le statut passera en close. Alors la taille d'un segment TCP ne doit pas dépasser 536 octets pour laisser la place aux autres couches. Le MTU d'une trame Ethernet est de 1500 octets. Donc ça veut dire que si on a un message qui est trop grand, comme une vidéo par exemple, elle va être segmentée en petits segments TCP de 512 octets. Parce que 512 plus 24 octets de l'entête, on a des messages de 512 octets qui sont envoyés les uns à la suite des autres, donc avec un numéro de séquence. Donc là, le numéro de séquence, on va avoir 512. Ici, la séquence, ça sera 1024. Ici, la séquence, ça sera 536. Et là, la séquence sera égale à 1762, qu'on retrouve ici. D'accord ? Alors, on va voir d'autres champs maintenant de l'entête qui sont importants. La taille de la fenêtre, c'est le nombre d'octets que le récepteur souhaite recevoir sans accuser de réception. Donc, par exemple, on n'est pas obligé de donner un ACK tous les octets. Cela permet au récepteur de recevoir les paquets dans le désordre et de profiter du délai d'attente pour réorganiser les paquets, parce qu'on verra que quand ça traverse les routeurs, ça arrive pas forcément dans l'ordre. La fenêtre émettrice contrôle les données émises, donc le client, il va contrôler les données qu'il émet. S'il ne reçoit pas d'accusé de réception au bout d'un certain temps, un timeout, il retransmet le paquet. Donc ça, c'est pour la taille de fenêtre. Pour le pointeur d'urgence, il indique le numéro d'ordre et de séquence à partir duquel l'information devient urgente. Comme les paquets peuvent arriver dans le désordre, imaginons qu'on a le paquet 1, 3 et 5. Si le 2 n'est pas arrivé, on va mettre dans le pointeur d'urgence le numéro de séquence numéro 2 pour que le client renvoie rapidement le paquet manquant numéro 2 pour pouvoir terminer le message dans de bonnes conditions. J'ai fait un petit exemple ici où les données sont envoyées au PC numéro 2. Donc là, on a des petits paquets qui sont envoyés. Et bien lui, il va créer un flag d'urgence pour le paquet numéro 2 qui va être envoyé au PC émetteur, le PC client. Et le PC client va tout de suite, après le 10, normalement il aurait dû envoyer le paquet 11, mais non, il va envoyer le paquet numéro 2. Alors là, il faut savoir que je mets des petits carrés bleus comme ça. Mais en fait, il faut savoir que pour chaque petit carré, c'est une trame Ethernet qui traverse le réseau. Donc on a la trame Ethernet en rouge, adresse source MAC, adresse source destination, le paquet IP à l'intérieur avec l'adresse source IP et l'adresse de destination IP, qui est représenté en bleu, et la fin ici qui est le contrôle de source. Donc en fait, quand tu as le petit carré 9, le petit carré 6, ce sont des trames qui traversent le réseau. Alors le 2 est envoyé, et puis après, tout arrive comme cela, sur le PC numéro 2. Et si la fenêtre était de 10 octets pour le PC numéro 2, il va dire « Ah, j'en ai 10, je prépare, et j'envoie un ACK. PC1 reçoit l'ACK de 10, il dit « Les 10 sont reçus, j'envoie la suite. » Donc il va envoyer le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, etc. etc. Voilà comment se passe une transmission TCP. Un petit duel entre les deux. UDP, c'est rapide, parce que ça envoie, ça bombarde, mais c'est tout. C'est peu fiable parce qu'il n'y a pas d'état, on ne sait pas ce qui se passe, il n'y a pas de connexion, on ne sait pas si au bout il y a quelqu'un, il n'y a pas d'accusé, on ne sait pas si c'est reçu. TCP, c'est fiable, parce que tout ce qu'on a vu ici, mais c'est peu rapide, car il y a des gestions d'état, il y a de la connexion, déconnexion, il y a des accusés de réception, et ça possède un ordre. Donc vous voyez que les numéros de séquence, lorsque le client ou le serveur reçoit ces numéros de séquence, s'il y en a un qui arrive dans le désordre, il peut le remettre dans l'ordre pour avoir un message qui est cohérent. Alors on va voir un peu la mise en pratique au niveau du TCP. Alors déjà les commandes pour afficher les ports TCP, c'est ss sur debian-tlpn, et on peut voir le state, donc les états qu'on a vu tout à l'heure dans la diapo. Donc là ils sont tous en listen, ça veut dire que là je suis sur un serveur, donc forcément tous mes statuts sont en listen, sont en écoute. Le port 22 attend une connexion SSH, le port 80 là, à page 2 qu'on voit ici, attend que quelqu'un se connecte. Et sur Windows ou Mac, on utilise netstat-an espace TCP pour avoir les ports, voilà. Donc là, on n'a pas des ports standards qui sont ouverts, on a des ports qui concernent surtout des logiciels. Si Firefox a démarré une connexion sur un site, il est peut-être connecté sur l'Apache au port 80 côté serveur, mais lui, en tant que client, il est sur le port 51113.
La connexion est établie, ça veut dire qu'il y a actuellement des choses qui peuvent être reçues ou envoyées. Ici, sur le port 631, je suis en écoute. Alors, je pense que c'est mon VPN. Voilà. On peut toujours utiliser comme en UDP Netcat. Seulement, on va pas mettre "-u" pour dire que c'est l'UDP, mais on va mettre "-t" pour TCP. Et pareil pour Hercule. On peut toujours envoyer la mode écho. Donc ça, c'est comme l'UDP, sauf que c'est l'option qui va changer. Au niveau du hacking et sécurité, on se retrouve dans le même principe que l'UDP. Il n'y a pas de cryptage au niveau de la couche TCP. Donc, toutes les données sont envoyées en clair. Ça veut dire que dans la couche 5, 6 et 7, on est obligé d'encrypter les données. C'est généralement le cas, par exemple, pour HTTPS avec le port 443. Mais sur le port 80, toutes vos données, tous vos mots de passe seront en clair ici, circuleront en clair sur Internet. Voilà. Pour la démonstration, là, je suis sur une Debian, donc un serveur Linux. Et je vais utiliser la commande de Netcat, qui est la suivante, "-l" pour être en listen, "-p777" pour dire que je vais être sur listen sur le socket et sur le port 7777, et "-t" pour dire que c'est du TCP. On peut même rajouter "-v" pour avoir du verbose, on va avoir des écritures en anglais pour qu'on puisse voir ce qui s'est passé. Donc là, il est en listening on 777. Toujours sur le même serveur, la Debian 11, je peux exécuter ss-tlpn pour savoir quels sont mes ports d'ouvert. J'en ai une petite dizaine. Et si j'exécute sur le même serveur la commande netcat pour ouvrir un port et un socket 7777, donc là il est en listening. Normalement, si je refais la commande, je vois que il est en listening ici sur le port 777. Du côté du client, je vais démarrer Wireshark et sur Hercule, je vais me positionner sur le TCP client ici. Je pourrais faire l'inverse avec le TCP serveur, on verra ça tout de suite. Au niveau des connexions, donc TCP, le module IP, c'est l'IP de ma Debian. Donc c'est l'IP de cette machine-là. Moi, c'est celle-ci, 193.168.65.193, et sur le port 777. Lorsque je me connecte, ici, il va dire qu'il est connecté, eh bien, je peux voir que en verbose, quelque chose s'est passé. Effectivement, quelqu'un s'est connecté. Il est issu de la 6462 sur le port 58.436. Je vois bien que sur mon Windows, si je vais faire une IP config, c'est bien mon IP, 6462. Et si je veux voir Nesta-AN, je vais voir les ports, j'ai bien une connexion établie avec le 65.193 sur le port 777. Et mon port émetteur, donc celui de ma machine Windows, 6462, je suis sur le port 58.436. On voit bien ici 58.436. Si j'envoie un message, je vais envoyer Monsieur Rapidshow, et bien normalement je le reçois ici. Si je réponds, je vais répondre coucou. Là, tout fonctionne. Quand je regarde mes échanges, eh bien je peux voir tout ce qui s'est passé. Première étape, la demande de synchronisation. Deuxième étape, donc de la 62 vers la 193, de Windows vers Debian. De Debian vers Windows, j'ai aussi une demande de synchronisation et un ACK sur le premier. Donc ACK égale 1. Ensuite, Windows, donc le 62 vers le 93, envoie un ACK comme quoi il a bien accusé la synchronisation. La connexion est établie ici sur ces trois premières segments TCP. Ensuite, 62, donc Windows, envoie un paquet à Debian, la 193, sur son port 777 avec un push. Donc il envoie une donnée avec une taille de fenêtre de 262 000 octets. Il envoie un ACK à 1 et Debian, qui reçoit le message et renvoie un ACK à 12. Ça veut dire qu'elle a reçu, comme on peut le contrôler dans le push, si je vois le data, j'ai bien 11 caractères, 11 octets. Un octet égale un caractère. C'est pour écrire Monsieur Rapidshow. Et ensuite, c'est l'inverse. C'est la 193 qui envoie un push de données à la 64, à Windows, avec sa séquence 1, parce que c'est le début, et Windows répond avec un ACK à 8 pour dire qu'il a reçu 7 octets, qui correspond à coucou, un 8, 7 bytes, pour envoyer coucou. Alors pourquoi il y a 7 octets alors qu'il y a 6 caractères? C'est parce que le dernier est un retour chariot. C'est la touche entrée qui a été appuyée. La connexion n'est pas terminée. Donc ici, j'ai carrément arrêté le serveur. On peut voir qu'il s'est passé des choses ici. On peut voir que Debian a envoyé un flag de fin. Windows envoie un ACK comme quoi il a bien reçu son flag de fin. Et Windows envoie aussi son flag de fin. Debian envoie son ACK pour dire qu'il a terminé. Si l'on regarde la connexion tout à l'heure qui était en establish in, elle va être en close. Ou alors elle va disparaître puisque généralement les états close ne sont pas mis... Et voilà, dès que l'état passe à close, il disparaît de la liste. Et ici, si je refais un SS pour savoir quels sont les états de mes ports, eh bien je ne retrouve plus le port 777 puisqu'il a été
fermé dans la connexion. Voilà pour cette démonstration sous Wireshark et sur l'étude d'un client et d'un serveur TCP. Au niveau des exercices, je vous propose pour l'exercice 19 d'étudier la connexion de cet échange TCP ici et je vous demande quelle est la machine qui a demandé l'arrêt de communication en première. Demandé en premier. Et pour l'exercice 20, je vous demande quelle est la taille en octets du message du segment 625. Donc le segment 625 c'est celui-ci, d'accord? Il envoie un message parce qu'il y a de la data ici, mais sur combien d'octets? Et bien ça on peut le savoir qu'en étudiant les séquences et l'ACK, puisque l'ACK c'est un accusé de réception sur le nombre d'octets reçus. Donc en calculant tout ça, en refaisant la suite des octets, on arrive à savoir combien d'octets ont été envoyés pour cet exercice 20. Voilà pour cette vidéo. Sur la couche 4 au niveau TCP/IP, ce sont les deux protocoles qu'on va étudier pour le moment en BTS deuxième année. On va ensuite, dans les prochains cours réseau, parler des couches applicatives, où on verra en détail les services SMTP et les services HTTPS par exemple. Donc la prochaine vidéo, ça sera un cours sur le SMTP.